Chers passagers, l'embarquement est maintenant terminé. L'équipage d'Air France PCI est ravi de vous accueillir à bord de ce vol. Nous vous invitons à choisir votre siège et à vous installer confortablement pour un décollage imminent. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir choisi Air France PCI. Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver très bientôt à bord. Eh bien, bienvenue à cette session France PCI. Merci Greg, Pascal, Christophe pour votre invitation et je suis très heureux de co-modérer cette session avec mon vieil ami Philippe Como, que tout le monde connaît. Je crois qu'il y a un petit souci technique, enfin il n'y a pas de souci technique, mais Stéphane James qui devait être avec nous n'est pas là. Est-ce qu'on va l'avoir en vidéo là ou pas? Logiquement, oui. En attendant, la petite histoire, vous la connaissez, je la résume brièvement, parce que j'ai le droit à uniquement 2 minutes de parole. En 2013-2014, il y a la région Centre, animée par Grégoire, qui a fait un mini-SCAR, un mini Suède Art. Et en 2014-2015, le bureau du GACI, que je présidais à cette époque-là, a décidé de faire un copier-coller et d'essayer d'étendre tout ça en France. Et là, hello, Stéphane. Do you hear me? Because we don't hear you, but okay. You don't hear me? Yes, very good, nice. Okay, thank you. I was just telling our story and I come with you in 2 minutes. Et donc, pour la petite histoire, donc, le bureau du GACI valide le crack et a décidé d'étendre le crack à la France. C'était facile à faire, en théorie. On s'est beaucoup battu et puis je crois que Greg va nous faire le point en 2024. On est très avancé sur la situation. On a presque la moitié des centres français et c'est fabuleux. Et ça, on le doit en partie et surtout à Stéphane James, professeur Stéphane James, qui est cardiologue à Uppsala. Vous connaissez peut-être pas Uppsala, mais maintenant que je voyage beaucoup, Uppsala, c'est sur les bords de la Baltique, au nord de Stockholm. Un magnifique endroit. Et c'est un grand chercheur en maladies cardiovasculaires. Il fait partie des grands monsieur de la cardiologie interventionnelle. Il est cité, il fait partie du 1% cité dans tous les papiers. Il a 500 publications. Il est dans Circulation European Heart. Il a présidé Sword Heart. Il a présidé la Société européenne de cardio. Enfin, il a fait un tas de choses. Et en fait, c'est notre parrain. Stéphane, I just said to the friends, to the room, to the audience, that we are depressed. You are not in Paris, but I'm very happy to see you here in live and hear from you. You are our godfather, and we are very proud that you are our preferred godfather. You give us the inspiration. You give to Greg the inspiration to do the same as car registry, and we did it. We have done half of the France. You will see that. And we are very happy to invite you to give your talk now. Thank you. Thank you to be with us virtually, but you are with us. Thank you very much. Thank you very much. I hope you can hear me. I'm very honored to be with you today, and I'm very sorry that I didn't make it to meet you personally, but I hope I can give this presentation and provide some background and maybe some inspiration, what is possible to do with collaboration in registries. And I'll start by sharing my
my slides and hope you can see it well. Otherwise, please tell. It's perfect. Perfect. Yeah. So I'll talk about the importance of a national registry in interventional cardiology. I try to speak clearly and a little bit slowly for everybody to understand me. I have no conflicts of interest personally to declare. I have multiple contracts with my institution, but nothing personally. So the background here for me in the world of registries is that we have a long history in my country of making registries, collecting data. The personal identification number goes back to 1947, that a number that every citizen receives the day of entry or the day of birth. We have a large number of different registries, population registry, electronic health records, of course, prescription registry, hospital admission ICD code, out of hospital diagnosis registry. But on top of that, we have these dedicated what we call quality registries, and they are, as shown by the green circles, overlapping to some degree, and they are very rich in phenotyping patients. And so this is a long also history. It started back in the mid 70s, and the coronary care unit registry, the angiography and PCI registry, the bypass surgery registry started early 1990s. And then we formed what we call Sweetheart in 2007 and 8. And as shown here in the bottom, the vision here is that these registries should be used in an integrated way with clinical care and active for continuous learning, improvement of care, research and management to create the best possible health and care together with the patient, the individual. And when we formed the Sweetheart Registry, we wanted to do something that was first of its kind. It was for the first time completely online, and we merged several existing registries, one of which was the SCAR registry that I chaired at that period of time and for a long period of time, with the CCU registry, the valve registry, heart surgery, cardiac CT, etc. And it's more or less complete in terms of all hospitals are contributing with all their patients. It's a large registry for that reason with multiple variables that can be monitored against source data, and there's a very high degree of agreement, so we can say that they have a high validity. The idea behind the registry is that it's also used to help the physicians. In my situation as an interventional cardiologist, I enter the personal identification number of the patient, and then I receive several pieces of information like history of the patient, previous interventions, previous bypass surgery, diabetes, etc. And I also have to enter, variables like renal function so that I am aware of the patient that I am taking care of. And there's also history with respect to coronary angiography findings. So you click on this map, and then you receive information about previous interventions. So I can see if there was a stent placed, where in the country it was placed, where in the coronary it was placed, what type of product it was. And then I have to mark, was there a restenosis or an occlusion, or wasn't any problem with that particular stent. So thereby, this is also clinically important and very motivating for clinicians to use. And also to motivate all sectors of the healthcare, we have worked very hard to give feedback, to provide something back to staff, to the leadership of the departments, to patients. There are various types of reports, and to the public, the taxpayers, so they can see what we do with our resources. They can compare sites, often one site with the rest of the sites in the country, but you can also, at the personal level, me as a doctor can check how I am performing as compared to my colleagues. Importantly, we wrote this sort of fake New England Journal of Medicine back in 2009 and stated a vision that we would have for the next 10 years to come to be potentially published in New England as of 2019, 10 years later. And we said in this visionary paper that for the last 10 years, we have developed a system in which clinical researchers have access to some of the best data sources in the world. Therefore, Swedish patients and their relatives are empowered to make informed care choices based on the quality of care. And also the regulatory authorities and the government
they would receive data to make sure that they can make the best assess of care and make good decisions. And also, therefore, the pharmaceutical industry, the technology industry would like Sweden as the country of choice for conducting their trials. And that would not be costly. It would actually save money for the taxpayers. And that has to be done as a virtuous circle, including payers, care providers, academia, industry, but always with the patient in focus in the middle, using virtuous circles around the patient. And at the time, we put together a quality index for myocardial infarction, including 9 of the ESC guideline recommendations. So this is what you are recommended to do for myocardial infarction, and we arbitrarily gave the hospitals points, half point or 1 point, for their performance in numbers that we thought were reasonable for good quality of care, adheres to guidelines. And interestingly, you can see the uptake of these different medications and interventions could be easily measured year by year, and we could follow how this was taken up on average, but also on a hospital level. And very importantly and interestingly, as you can see on this graph, the blue graph, which symbolizes hospitals below average, as compared to the red line symbolizing all hospitals, the uptake of these quality indicators was higher in those who were performing below average. So there is, I think, a strong will and tendency for those who are not performing well to improve, which is stronger than those who are performing well in the first point. And that is the best thing about this. If you raise the worst, the lowest performing, you will increase the mean or median quality of care in the nation, which really will improve care for everybody. We also started to make some very interesting observation. This was not known at the time, 2003. We noticed in our annual report that drug-eluting stents were associated with an increased risk of having a myocardial infarction in our registry. And we wrote in this report that we don't understand why. It's remarkable with this event crossing of the curves, and it may be important, but we need longer follow-up, and also we would need randomized clinical trials. So we exactly wrote this, and so we see we need to follow up. Maybe we should do a randomized trial to see if drug-eluting stents had a problem with thrombosis, with re-MI stent thrombosis. And so eventually, a few years later, we did this more systematically and actually published that in New England Journal of Medicine and showed that there was a 30% higher incidence of mortality in patients who had received drug-eluting stents. We were very criticized for this at the time, but we were concerned about the future of drug-eluting stents at the time, and we brought this to the regulatory authorities, to the FDA, and I think the industry and ourselves and many others sort of acknowledged that there may be an issue with the first generation of drug-eluting stents. They are prone to get stent thrombosis. We redid this analysis a few years later with 50,000 patients and noticed there's no longer any increased risk of death in these patients receiving the newer generation drug-eluting stents using new recommendations on potent antiplatelet therapy with longer duration, etc. And then this became a very strong instrument for us to evaluate new stents that came on the market. We listed all of them, and we sort of grouped them into those who are performing very well with low rates of stent thrombosis as compared to those with fairly high rates of stent thrombosis. And some of them were really sticking out, coming out very badly. And so we informed the industry about this. We informed the regulatory authorities, and this became the standard for all processes in Sweden as relates to new stents, new technologies coming into market. It was a very powerful tool for us. At this time, we sort of regretted, why didn't we randomize directly in the registry? Why are we doing just observational studies? Can't we just randomize patients to receive different therapies if we want really to understand the causal relationship between a device or a therapy or a strategy with its outcome? And therefore, we started to do what we call registry-based randomized clinical trials.
there's nothing strange about this or new, but we've said that if we do a randomized trial, that's the important thing. But then we want to use the registry as much as possible for major functions of the trial conduct. So identify patients, fill the table one, the baseline characteristics, the procedural characteristics, perhaps the outcomes, and that will be classified as a register-based randomized clinical trial. As you may know, the TASTE trial, we tested this full scale, and it was interesting to see that we were able to do such a large trial in which we enrolled actually 80% of the eligible patients in the country and 60% of all patients in the country. So during a 2.5-year period of time, we were able to randomize 7,244 patients, which was more than many other trials had done at the time. And looking at if we compare the TASTE trial with the total trial that was done at the same time, you note that there are some differences. The total trial was multinational, the TASTE was single national, Sweden only. We started enrollment at the same time, but during these for few years, when they had 6 months of follow-up, we had 42 months of follow-up. We had published 2 papers in the New England Journal of Medicine as compared to the total trial 1 paper. But interestingly, importantly, the difference in cost was substantial. And I wouldn't say this is cheap. I would say this is cost effective. Use the resources for the best purpose of the patients and the society. And for that sum, on the right-hand side, we can do multiple trials in our system if we are able to use the system. So a cost-effective way of doing trials. And also here, we can use the virtuous circle, what we call here the evidence ecosystem that reduces waste, starting with an hypothesis, looking at the registry, how this is used in reality. How does it look like when we do an observational study and try to compensate with statistics? Then design a trial that addresses this problem, randomize patients, synthesize the evidence into other papers, put it in context, let it disseminate in guidelines, and then check the implementation at the bottom right corner. How is this implemented in reality? And we can look hospital by hospital, doctor by doctor, how this is implemented. And then we can check also implementation science. How does this implementation affect outcomes of patients? So if hospitals are implementing quicker or slower, how does that impact clinical care and mortality? One more recent example is the Infinity Sweetheart trial. You may have seen the results, but we were approached by an American device company. They put all their research resources into Sweden, which was fascinating for us, being a US based company. They had support from the FDA to put the trial money, the investment in Sweden, to randomize 2,400 patients at 20 sites in Sweden to receive the new device, the Dynamics X, Dynamics Bioadapter, versus a standard, validated, well-functioning DS, the Resolute Onyx, and then check for 1 year and long-term outcomes. We have recently published or presented the 1-year outcome with very favorable outcomes, non-inferiority with separation of the curves in Denmark analyses. But we will follow these patients for at least 5 years to see how these new therapy translate into clinical outcomes long-term. We have performed and are performing a large number of trials, as you can see on this list. You may not be able to see all the details, but you can see that all of these trials are in different kinds of cardiology, not only interventional, although many of them are, but there's also general cardiology, heart failure, diabetes, etc. You can see the numbers of patients that have been enrolled in these trials, 7,000, 2,000, 6,000, 20,000, etc. The different types of intervention and hypotheses that we are asking. And you can see that the concept is very well received. Most of them are published in very high-ranked journals such as New England Journal of Medicine, Lancet, Circulation, etc. So this is a way of using the registry effectively. And I think I'm so happy for France and France PCI and your contribution, because now we're building what we call EuroHeart. And here you can see 13 countries that have signed up to be part of EuroHeart. And all of these countries have signed up to share data
enter data in their registry, but then sharing these data to understand the clinical care across Europe, with France PCI in the middle, being extremely successful in putting this up and enhancing care of patients. In the system, we are offering a registry technical platform for countries who want to have that. If there is one already available, like in France or Sweden, it's not necessary. But we offer a network of sites who want to contribute to improved care of patients and do trials. And we also, importantly, are harmonizing data standards to make sure we're speaking the same language in terms of data. We will also now modify this to enable for more automatic data extraction from various data sources, to be able to do federated analyses. So the database, the data points can stay in each country, but we can analyze them across borders and across countries without shipping any personal data between borders. So not to take too much time, I think, and I'm sure that France PCI, Sweetheart, Euroheart is really a goldmine for quality improvement and research, and you should be very proud of what you have achieved in France, building this registry, and you should use it as much as possible to really spin that virtuous circle of evolution to improve care, do trials, understand clinical care, improve clinical care, make assessments, and build collaboration and networks across the country and across Europe. So that was my message, and I'm really thankful for that you gave me this opportunity. Thank you very much, Stefan. Very precise, very nice lecture. Perhaps I can ask the first question. Is there other questions in the room? Waiting for that. Which type of study we can do with you, as France PCI, with Sweetheart, with Euroheart, with which type of epidemiology? Yeah, we can certainly do observational epidemiological studies using the data that we have. There are multiple questions that we can do. We can check devices versus devices. We can check strategies, pharmaceutical therapies. But we can also do randomized trials. And the first trial that we have right now, we're now designing, that we're planning to start next year, we call it FAST-MI, or Fast Non-Escalation MI, in which we want to test the hypothesis that early intervention, angiography and intervention for non-escalation ACS is superior to standard of care guideline-directed therapy, which suggests 24 hours. That's something that we want to start. We are planning to enroll high-risk patients with non-escalation ACS with troponin elevation, EKG changes, randomize them to immediate access of care or guideline-directed. But we can also do other trials, I'm sure, in the future. We can do trials like the Infinity that I just showed, new devices that we can compare against each other, other strategies that we can start to randomize, pharmaceutical therapies, strategies. Stefan, thank you very much. I observed on your topo that all the centers are identified by the population and each other. And do you think it's important for the data, the quality of the data in the future for us? Yeah. Well, I think it's nice if all centers can participate, but as long as every center is enrolling consecutive patients, that's the most important thing. It's okay if some hospitals are not participating, perhaps a region or so, but if all hospitals are enrolling non-selected, all comers really, then we can get a non-selected population that is really representative of true care. That's a problem with many other registries, that the enrollment is very selective. That's something we really want to avoid. Thank you very much, Stefan. We have to push you. Thank you for helping us for building France PCI. Thank you for all the advices, and we try to do the best, and we keep in charge. We still have, I hope, see you next year here in Paris. Yeah, thank you very much. Bye-bye, and thank you once more to be with us. I'll stay for the Q&A.
on enchaîne. Donc, je vais présenter mon amie, Madame Védrine, qui est de la région de Marseille, qui est notre ARS. Alors, comme Pascal l'a dit, c'est bizarre chez toi, parce que toi, en tant que médecin, tu embrasses ton ARS. Et bien, effectivement, on se connaît depuis 15 ans, et donc on a une confiance mutuelle qui fait que, tu nous as, Geneviève, beaucoup aidé dans la constitution de l'arrivée dans France PCI, alors qu'on était au Moulinet depuis 10 ans, et grâce à France PCI et à ta volonté, on a pu rejoindre France PCI, et tu vas nous parler de ton expérience et de ton idée sur la question. Ben merci. Merci de m'avoir invité gentiment à ce congrès. Donc, attendre. Le diaporama, voilà. Bon, ça va être difficile de parler après Stephen James, parce que bon, il nous a déjà montré tous les enjeux d'un registre. Donc moi, je vais rester très humble et je vais le faire à travers l'expérience de PACA. Donc en PACA, PACA est un gros territoire quand même, une grande région avec 5 millions d'habitants. On a 6 territoires de santé. On a 21 centres d'angioplastie, dont un hôpital militaire, je vous le précise parce que pour après, c'est peut-être important de le savoir. On a 2 territoires alpins qui sont dépourvus de centres. On a 4 centres de chirurgie cardiaque et on a aussi une particularité, c'est la proximité du centre cardiothoracique de Monaco qui est implanté sur un territoire souverain. Donc l'activité de cardio en PACA, cardiologie interventionnelle en 2023, c'était 25 000 angioplasties, 47 000 coraux et pratiquement 2000 TAVI. Donc, un registre, quelle utilité? L'utilité, c'est des pratiques. Dans la région, on avait des pratiques hétérogènes, on les a toujours, avec des taux de recours à certains actes qui sont plus élevés que d'autres. Et donc, c'est important de voir pourquoi. Et des recommandations des sociétés savantes qui étaient inégalement suivies. Et c'était surtout la nécessité d'avoir une base de données pour veiller à l'accessibilité des centres, parce que l'accessibilité des centres, même si en PACA, on a beaucoup de centres, ça peut être quand même un enjeu, parce qu'on a des territoires, et notamment les territoires alpins, qui en sont dépourvus. Et donc, c'est important d'avoir un registre pour voir un petit peu comment sont pris en charge les patients qui résident loin de la côte ou se concentrent en tous les centres. C'était aussi pour améliorer les organisations collectives, on l'a déjà vu, sur les transports, on peut aussi dire sur l'accès aux angioplasties programmées, mais en urgence, et c'est permettre aussi un travail scientifique qui, on l'a vu déjà à plusieurs reprises, permet de faire évoluer les pratiques et les organisations, donc recherche et publication. Donc un historique en PACA, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, on a un historique ancien parce que depuis 2016, on a voulu mettre en place un registre avec, il faut le dire, peu de moyens. Donc ça a été un flop. Voilà. On l'a abandonné très vite. Alors la seule chose que ça a eu de bien, c'est que ça a permis à tous les centres pratiquement, et donc ça facilite à l'heure actuelle l'entrée de tous les centres dans France PCI, se sont dotés d'un logiciel métier et les 3/4 du temps de CardioReport, donc ça facilite les choses. Alors, un registre, quel apport pour une ARS? C'est ce que je vous ai dit, c'est de voir l'organisation régionale, d'être un peu au balcon de l'organisation des soins. C'est ce que fait une ARS, elle regarde ce qui se passe, pas à des fins de flicage. C'est simplement, nous, l'essentiel, c'est quand même le besoin de la population et répondre aux besoins de santé. Et avec un registre, on arrivera, je pense, d'avoir dans notre région, et puis comparé aux autres régions, améliorer l'organisation. C'est aussi l'accès à l'angioplastie programmée, à l'échelle des centres. Ça permet de voir l'analyse des recommandations. Mais c'est surtout, et je trouve le plus important, ça permet une auto-évaluation par les professionnels. Et c'est ça la culture de la pertinence. C'est pas un flic, et notamment l'ARS, comme beaucoup le pensent, qui est là pour surveiller ce que fait chacun. C'est simplement chacun qui peut analyser sa pratique par rapport à ceux qui travaillent dans le centre, mais aussi par rapport aux autres centres, et d'où l'intérêt d'un registre national, parce que même un registre régional, c'est une chose, mais c'est important d'avoir une comparaison avec les autres régions.
Alors en PACA, France PCI, à l'heure actuelle, qu'est-ce que c'est? C'est 3 centres. Il y a 3 centres qui participaient préalablement à France PCI avant que l'ARS finance France PCI. Il y avait 3 centres, donc un dans les Alpes-Maritimes, l'Institut Arnaud de Sang, un à le CHU, l'APHM avec le centre de la Timone, et à Les Fleurs à Olioul dans le Var. Et depuis 2024, depuis le début de l'année, il y a 10 centres qui ont rejoint les centres historiques. Donc c'est une priorité forte pour l'ARS qui a accompagné ce déploiement dans l'ensemble de la région en donnant un financement dans le cadre d'un mot qui est le FIR, c'est le Fonds d'intervention régionale, qui permet d'avoir un financement et notamment de financer le temps d'ARC et de tech qui est dédié au centre, qui est proportionnel, comme vous le savez, au nombre d'angioplasties. Et puis, ce qui est important dans notre région, c'est qu'il y a une volonté forte des professionnels. Certes, comme l'a dit Philippe, il y a une volonté forte de l'ARS, mais il y a une volonté forte des professionnels. Et tous les professionnels, lorsqu'on a parlé de ce registre, de la mise en place de ce registre France PCI, se sont regroupés sous une association pour permettre le financement du registre, puisque le financement du registre va passer par cette association. On ne finance pas les centres, on finance l'association qui, va financer les centres. Ce qui permet probablement d'être plus souple et surtout peut-être d'éviter des inimitiés entre les uns et les autres. Alors, le bilan d'étape en septembre 2024, qu'est-ce que c'est? C'est 13 centres qui sont ouverts au 1er septembre. On partait de 10, on est à 13. Il y en aura 20 fin 2024. Il ne restera qu'un centre non ouvert, c'est l'hôpital d'instruction des armées. Là, on a une difficulté, c'est parce que les armées sont assez réticents à transférer leurs données, donc on n'arrive pas à avoir l'hôpital Sainte-Anne à Toulon, qui est assez récalcitrant, mais peut-être. Tous les centres ouverts saisissent leurs données de manière exhaustive. Et selon les données, donc du coup, ils peuvent déjà commencer à faire des auto-analyses de leur activité. Donc les données, elles sont toutes accessibles sur France PCI. Alors évidemment, à l'heure actuelle, sur le dernier bilan d'activité, comme c'était 2023, on n'a que nos 3 centres, donc la Timone, Les Fleurs et l'IAT, ce qui fait que bon, on peut commencer à avoir des données, mais on ne peut pas en déduire grand-chose. La seule chose, c'est que moi, je pense que c'est vraiment important, si on veut améliorer les pratiques et surtout répondre aux besoins de la population. À l'heure actuelle, vous le savez, vous l'avez tous dans vos régions, même si nous, en PACA, peut-être que c'est moins qu'ailleurs, on a quand même une démographie médicale qui est en baisse. Et globalement, on voit bien que certains patients ont du mal à avoir accès au cardiologue. Donc, avec la surveillance de l'ensemble du parcours, parce que je crois qu'un des points importants de France PCI, c'est que France PCI étudie l'ensemble du parcours, du préhospitalier au suivi, après l'angioplastie et après 1 ou 2 ans, je crois que c'est après Donc c'est important parce que dans la région, on voit bien des actes d'angioplastie. Nous, on a une chance, on n'a pas trop de mal à avoir un accès à un centre d'angioplastie. L'inconvénient, la difficulté qu'on a après, c'est le suivi des patients. C'est la rééducation fonctionnelle qui doit être à faire. C'est les taux d'ambulatoire où l'ambulatoire dans notre région n'est pas très développé dans certains centres. Je pense que c'est important de le voir parce que certains... Alors, il y a au niveau des professionnels de santé qui peuvent s'interroger, mais c'est surtout à notre niveau, au niveau de l'ARS. Vous savez que régulièrement, on fait des schémas régionaux de santé, c'est-à-dire on prévoit l'organisation des soins dans les 5 ans à venir. Et lorsqu'on aura les résultats de ce registre, on sera plus fin et plus pertinent pour apporter des réponses aux besoins de population. Donc, ce que je pense que l'apport de France PCI, c'est aussi du temps dédié d'ARC, du temps dédié de tech, une maintenance, une équipe nationale, une équipe à Chartres qui permet de coordonner l'ensemble des tech et des ARC qui travaillent énormément et qui permettent d'avoir des données de qualité, des données exhaustives. Donc voilà, moi je pense que j'espère que l'ensemble des régions
participeront à France PCI. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de motivation. Je pense que pour les professionnels, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est que du plus. Il n'y a pas de travail supplémentaire, puisque tout le travail, tout ce qu'ils ont à faire, c'est saisir dans le logiciel métier ce que je suis sûre que vous faites tous. Et le reste, c'est après le temps d'arc pour quand même vérifier les données, avoir un contrôle externe. Et puis voilà, longue vie au registre. Merci. Merci beaucoup Geneviève. On fera les questions à la fin pour tout le monde. D'accord. Donc le timing est serré. J'appelle maintenant Étienne. Merci. Vous savez que France PCI, c'est pas non seulement d'introduire des données dans une base, c'est aussi d'utiliser ces données. Et elle a un comité scientifique qui est très important et on ne peut pas ne pas penser à Jean-Philippe qui nous a quittés brutalement il y a 1 an, qui nous a tout de suite soutenus dans l'élaboration de France PCI, qui nous a soutenus dans la direction scientifique, qui hélas a disparu comme vous le savez. Trop brutalement et trop douloureusement. Et il fallait quelqu'un d'une grosse stature pour prendre la suite. Et merci Étienne d'avoir accepté ce poste et puis on te laisse la parole. Merci. Bien, merci pour l'invitation, même si j'avoue qu'à la lecture du mail Science et Vie, j'étais un peu perplexe sur la présentation que j'allais faire aujourd'hui. Heureusement, Grégoire m'a un peu aiguillé. Donc, je vais revenir un petit peu sur l'essentiel des registres, pourquoi on en fait, quels sont les intérêts, les inconvénients, et puis vous donner partager avec vous quelques expériences que j'ai eues avec le registre FastMI, qui est un registre qui avait été mis en place par Nicolas Danchin, et puis je reviendrai sur l'intérêt du comité scientifique de France PCI et qu'est-ce qu'on va utiliser, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données. Alors pour commencer, vous savez que les registres font partie des études observationnelles, donc par définition elles sont non interventionnelles, et en termes de niveau de recommandation, malheureusement elles sont à un niveau de recommandation assez faible, puisqu'elles ont un niveau C par rapport aux essais randomisés ou aux méta-analyses qui regroupent plusieurs essais randomisés sur une même thématique. Mais l'intérêt des registres, il est tout d'abord d'avoir des informations qu'on ne peut pas avoir dans les essais randomisés, notamment sur l'incidence d'une pathologie, sur des données de soins non protocolisés, donc le soin tout venant, l'évolution des prises en charge, quand on a la possibilité de suivre au fur et à mesure du temps les patients et au fur et à mesure les pratiques, on peut les évaluer. On peut évaluer également des événements rares qui sont difficilement évaluables dans des essais randomisés. Et puis on peut également se focaliser sur des sous-groupes pour essayer d'émerger ou essayer de se poser des questions qui peuvent derrière conduire à des essais randomisés. En termes d'inconvénients, on ne pourra jamais faire un lien de causalité direct. On ne peut pas affirmer qu'il y a une relation directe entre un point A et un point B, et donc c'est pour ça que le niveau de recommandation est plus faible. Et pour avoir des critères de qualité d'un registre, eh bien, il faut qu'on ait affaire à une population qui est non sélectionnée consécutive. Ça, c'est un point qui est important. Pour avoir un registre, il faut que dans la zone géographique déterminée, tous les patients que vous souhaitez, donc les informations que vous souhaitez collecter, il faut récupérer tous ces patients. Vous verrez que beaucoup de registres, en fait, n'en sont pas. Il faut avoir une exhaustivité, une exactitude des données, on en a parlé juste précédemment. C'est important également de vérifier les données pour pas que les bases de données soient remplies de façon un peu olé-olé, donc faire un monitoring sur site. Et puis un point également, c'est quand il y a des événements, il faut les adjudiquer, et ça renforce la validité des registres. Alors comme je vous ai dit, j'ai eu la chance de travailler sur le programme FastMI avec Nicolas Danchin. Alors on l'appelle le registre, mais en fait ce n'est pas un registre, puisqu'il n'y a qu'une certaine partie des centres qui ont participé en France, à peu près 80%. Et l'idée, donc, c'était plutôt des enquêtes, de faire un état des lieux sur la prise en charge de l'infarctus à différentes données, tous les 5 ans, entre 1995 et 2015. Et en fait, à partir de ces données-là, on peut faire 2 catégories d'études. Des études longitudinales, où vous allez prendre toutes les enquêtes, et vous allez évaluer la mortalité, par exemple. Et puis des études transversales, où vous allez prendre souvent les données les plus récentes, et par rapport à l'actualité qui se passe, eh bien, vous allez tester une hypothèse. Alors, le plus simple, je vais vous prendre 2 exemples. Tout d'abord, sur une étude transversale, on a évalué la mortalité des populations STEMI et non STEMI entre 1995, 2010, puis 2015. Et on a observé, comme dans les autres registres européens et américains et de tous les pays développés, une diminution de plus de 50% de la mortalité. Et ça, on a pu avoir des éléments d'explication à partir des données du registre, avec tout d'abord une amélioration de la prise en charge préhospitalière, parce qu'on avait ces données dans la base de données. On s'est aperçu également que le nombre de centres prenant en charge les patients avait réduit, donc il y avait une concentration des centres experts, que les praticiens amélioraient le suivi des recommandations issues des sociétés, notamment européennes.
Et on avait également mis en évidence qu'il y avait une amélioration du changement, en tout cas des profils des patients STEMI, des patients finalement un peu moins graves, avec plus de prévention primaire. Et puis on a également mis en évidence qu'il y avait les stratégies invasives qui avaient été développées, l'utilisation de nouvelles thérapeutiques, notamment les antithrombotiques, et donc une évolution des techniques de cardiologie interventionnelle. Et donc tout ça nous a permis de publier dans des niveaux très élevés en termes de publication. Alors un autre exemple, celui de la morphine. Il y avait une polémique il y a quelques années sur l'utilisation de la morphine. Est-ce que ça peut avoir un impact négatif sur l'absorption des P2Y12? Est-ce qu'il faut donner de la morphine à des gens qui ont très mal pour un infarctus du myocarde? On ne va pas faire un essai randomisé sur ça, on ne va pas donner un placebo versus de la morphine à ces pauvres patients. Et donc à partir des données de FAST-MI, c'est une bonne occasion de pouvoir tester ça. Et donc on avait pris les données de FAST-MI 2005-2010 et on s'est intéressé à la proportion des patients qui recevaient de la morphine en préhospitalier, qui représentait à peu près 20%. Et on a comparé le devenir des patients entre ceux qui avaient eu de la morphine et ceux qui n'en avaient pas eu sur le pronostic de mortalité à 12 mois. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait aucun signal de dangerosité. Et ça a conforté les médecins préhospitaliers à poursuivre, à donner ces traitements-là pour les patients pris en charge pour un infarctus du myocarde. Je ne voulais pas prendre le temps ici tout à l'heure, mais Stéphane James vous a montré tout à l'heure l'essai test, où vous avez testé la thromboaspiration. Eh bien, au même congrès, on avait testé la thromboaspiration, l'impact sur la mortalité à 1 an, sur les données de FAST-MI. Alors, on n'a pas présenté dans la même salle, nous on était dans une petite salle à côté, mais on a présenté des résultats qui étaient assez similaires à celui qu'il a présenté, lui, dans la grande audience. Alors, France PCI, c'est un registre, pour le coup. En tout cas, c'est la vocation d'être un registre très ambitieux, puisque l'objectif, c'est de l'élargir à l'ensemble des centres de cardiologie interventionnelle et de pouvoir collecter, en même temps que la pratique, les différentes datas sur toutes les procédures interventionnelles. Donc tout à l'heure, on a dit qu'il y avait plus de 50% des centres actuellement qui participaient. L'objectif, dans les années à venir, c'est que 100% des centres puissent participer à ce registre. Alors je vais faire un focus sur le comité scientifique. Donc le comité scientifique, il a été redéfini récemment. L'objectif, c'était d'intégrer toutes les personnes qui voulaient participer et également tous les centres, à la fois privés et publics, de toutes les régions. Donc, il y a des représentants de tous les centres et on a défini un comité scientifique. En tout cas, le comité de pilotage du registre a défini un comité scientifique dans lequel on a pris des gens qui ont une forte expérience, à la fois des essais randomisés avec le professeur Montalesco et des registres avec Nicolas Danchin. Alors, je crois que on m'a zappé, mais je vais revenir en arrière quand même, c'est pas grave. Si on veut bien. Lutter contre la machine, c'est ça? Très bien. On va te remettre là. Merci. Alors, je voulais illustrer avec 2 travaux ce qui a été fait déjà au niveau... je vais revenir où j'en étais. Encore. Voilà. Donc, je vais illustrer deux publications qui ont été faites à partir du registre. L'objectif de ce comité scientifique national, c'est de pouvoir ouvrir la base à tous les gens qui veulent participer et qui veulent utiliser les données des différents centres. Et on a mis en place des appels à projets 2 fois par an pour que les gens puissent participer et proposer des projets avec un accompagnement par des seniors ou des gens qui ont plus l'habitude de diriger ce type d'études, et puis également une aide méthodologique et statistique. Alors, deux illustrations de ce qui a été fait jusqu'à présent. Un premier travail avec le CRAC qui avait pour objectif d'évaluer dans le préhospitalier la prise en charge par hélicoptère versus par transport classique et sur une population d'infarctus ST+, d'à peu près 2000 patients. Environ 21% des patients avaient été transférés par hélicoptère. Et en termes de critères d'évaluation principale, qui avaient jugé en fait le pourcentage de patients qui allaient être revascularisés aux objectifs recommandés par la Société savante, entre le délai du premier contact médical et l'angioplastie primaire. Et vous voyez que le transport par hélicoptère, on arrive à peu moins de 10% versus 37% par les transports plus classiques. Et donc c'est des données qu'on ne peut pas avoir par des essais randomisés, c'est des données complémentaires, des données de vraie vie. Un deuxième exemple qui a été fait par Julien Adjège, qui a été l'évaluation de la FFR versus l'angioplastie classique, angioguidée, dans une population de syndrome coronarien chronique. Alors on touche tout de suite des volumes de procédures extrêmement importantes, puisqu'on est à plus de 50 000 procédures. Et l'objectif, c'était d'évaluer la FFR pour guider l'angioplastie par rapport à l'angiographie. Et sur le critère principal de l'essai que je vous ai donc mis sur cette diapositive, vous voyez qu'il y a un bénéfice en termes de risque relatif de 40% de l'utilisation de la FFR par rapport à une stratégie classique, enfin plus classique d'utilisation de l'angio guidé.
Alors, l'objectif de ce registre, c'est également de faire des partenariats avec les industriels pour pouvoir partager les idées. Et j'en ai cité deux dans cette présentation. Un premier qu'on est en train de mettre en place avec la société Terumo. Et l'objectif, c'est de faire une description des durées de double antiagrégation plaquettaire après une angioplastie coronaire. Alors évidemment, on va scinder les populations SCA et puis SCC, puisque c'est des populations différentes. Et on va définir des populations avec les hauts risques hémorragiques et les hauts risques ischémiques à partir des données qui sont issues de la base. Alors on n'aura pas toutes les datas, mais on va essayer de faire en sorte de pouvoir récupérer au maximum ces catégories de patients. Et on va regarder les différents temps de prescription de la double antiagrégation plaquettaire dans ces populations-là. On va pouvoir vérifier si on est conforme aux recommandations et si on ne l'est pas et pourquoi. Un autre partenariat avec le laboratoire Sanofi qui a pour objectif d'évaluer le LDL cholestérol au décours d'un syndrome coronarien au cours de la première année. Vous savez que les prises en charge sont relativement hétérogènes, que le niveau de LDL, malgré 2-3 visites, n'atteigne pas les 60% des objectifs thérapeutiques. Eh bien, ça sera un moyen d'avoir des informations pour savoir comment sont gérés les traitements hypolipémiants, quelle est la proportion de patients avec un LDL cholestérol à 1 an, et donc d'avoir des renseignements également complémentaires sur nos pratiques. Voilà un overview de ce qu'on peut faire au niveau du comité scientifique. Donc, Christophe, oui. tu vas prendre la parole. Oui, donc merci Étienne. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la vidéo qui a été tournée sur Chartres, où on a eu le plaisir de recevoir Brice pour un gyré paramédiqué chez vous et donc qui est venu faire un gyré paramédiqué chez France PCI pour suivre un petit peu comment sont gérées, récolter ces données et comment elles arrivent jusqu'à, on l'espère, de nombreuses publications. Et puis encore merci à Brice pour le temps qu'il a pris parce que ça a demandé pas mal de travail et vous allez voir le résultat, je pense que c'est sympa. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Gyré paramédiqué chez vous. Aujourd'hui, je pars à Chartres et tout particulièrement rencontrer l'équipe projet de France PCI. C'est parti! Voilà, je suis arrivé à Chartres. C'est mon copain Christophe Laure, le chef de projet de France PCI, qui va m'accueillir. On se retrouve à l'intérieur. Salut Christophe. Salut Brice. Tu vas bien? Très bien. Bon, bienvenue à Chartres à la rencontre des équipes France PCI. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être là et j'ai hâte de découvrir ton équipe et puis le travail que vous faites. Et ben, je te propose d'y aller alors. Alors Christophe, par quoi on va commencer? Et bien là, on va aller voir un patient pour récupérer son autorisation pour utiliser ces données avant son examen. Donc Christine, quand je suis arrivé, tu étais en train d'expliquer aux patients l'examen qu'il allait avoir. Oui. Tu parlais aussi de la recherche clinique de l'établissement. Tu peux préciser? En fait, on a un service de recherche sur l'hôpital et donc du coup, on explique aux patients qu'il va y avoir dans son dossier médical des données qui vont être récupérées et en fait, ils vont voir ce qui fonctionne le mieux chez les patients. Donc, ça leur permet de faire des études et des statistiques. D'accord. Et toi, ton rôle, c'est d'expliquer ça aux patients et d'avoir leur accord pour l'exploitation de leurs données. Exactement. Merci Christine. Christophe, là, on va à la rencontre de qui? Et bien là, donc on va descendre en salle de choro, comme ça on va voir un peu comment les équipes médicales et paramédicales contribuent à compléter le registre France PCI. Bon, et bien Brice, on vient d'arriver en salle de KT et je te propose de retrouver le docteur Grégoire Ranger pour voir un petit peu comment sont entrées les données de France PCI dans la base. Salut Grégoire. Ah, salut Brice. Ça va? Mais ça va, merci beaucoup de m'accueillir donc dans ton centre et particulièrement au CatLab là. Merci à toi de venir au cœur de France PCI. Alors, tout commence ici, j'ai l'impression. Alors tout commence ici parce que le recueil des données se fait au sein du logiciel de contrôle de coro. Donc tous les patients qui ont une coro et une angioplastie rentrent dans le registre
Et donc, on complète les données au sein du logiciel, ça évite les doubles saisies. Alors les paramètres remplissent la première partie, tout ce qui est antécédent, facteur de risque, données de traitement, et nous, on remplit notre partie plutôt procédure, lésion, angioplastie, et on vérifie si les données des paramètres qui ont été remplis sont aussi corrects. Bonjour Daphné. Bonjour Brice. Alors, tu es infirmière. Là, je viens de l'ambulatoire. Le patient a eu l'info comme quoi on allait utiliser ces données. Alors toi, où tu vas prélever ces données et où tu vas les saisir? Il y a deux possibilités pour trouver les données du patient. C'est soit le dossier patient informatisé, et aussi on peut avoir le dossier patient papier s'il est en ambulatoire et qu'il n'y a pas toutes les données encore rentrées sur le dossier patient informatisé. Et ces données alors, qu'est-ce que tu en fais? Et après, on va chercher les résultats de bilan sanguin, les prescriptions médicales et les antécédents, et on retranscrit tout ça dans le logiciel CardioReport pour créer l'examen que le patient va avoir. Alors on a 100% grâce aux paramètres au médecin et grâce aussi aux outils qu'on a implémentés dans le logiciel qui rendent obligatoire quasiment le recueil des données. Donc ça fait qu'effectivement à la sortie du patient, il a 100% d'exhaustivité. Ensuite ces données-là, quotidiennement et plusieurs fois par jour, elles sont transmises sur une base de données nationale qui sont après monitorées avec des ARC et des data managers. Donc Brice, maintenant qu'on a vu ce qui se passe en salle de caté, je te propose d'aller retrouver Laura, technicienne de recherche clinique, et qui est là pour gérer les données du siège de Chartres qui vont être intégrées dans France PCI. Laura, tu es tech. Qu'est-ce que c'est tech? Alors oui, je suis technicienne d'études cliniques, ça veut dire. Ok, et quel est ton rôle pour le registre PCI en tant que tech? Alors moi, c'est m'assurer de faire les suivis hospitaliers des patients via les comptes rendus qui sont générés en fait sur autre logiciel. D'accord, donc ça c'est la partie qui remonte du CatLab, qui a été remplie par les paramètres et les médecins. C'est ça. Et puis les suivis à 1 an. Donc j'appelle à 1 an d'intervention les patients. L'attaché de recherche clinique, en fait, tous les 2 mois, m'envoie des corrections à faire, donc un tableau avec des procédures où il y a des incohérences. Et il faut que mon travail consiste en fait d'aller vérifier par procédure les incohérences qui sont remontées de la base. Et moi, donc, je vais aller ouvrir chaque procédure et je vais les corriger. Donc vous l'aurez compris, la tech travaille main dans la main avec l'attaché de recherche clinique que je vais tout de suite rencontrer. Du coup, toi, Amélie, en tant qu'attaché de recherche clinique, quel est ton rôle? Alors, en tant qu'attaché de recherche clinique, je vais assurer la mise en place du registre au sein de l'établissement investigateur. Je vais aussi assurer la qualité des données par le biais de monitoring à distance qui se font à raison de 2 mois. 2 fois par mois? Tous les 2 mois. Ah, tous les 2 mois. Tous les 2 mois. Et là, donc, c'est un fichier qui est envoyé au tech qui va vérifier et corriger quand nécessaire afin d'assurer la qualité des données pour le centre. D'accord, ça tu le fais à distance? Oui. Et tu te rends sur place des fois? Oui, on fait aussi des bilans annuels où on se rend sur place dans le centre pour discuter, former, répondre aux questions que peuvent avoir les intervenants. D'accord. Donc en fait, si je résume ton rôle, c'est de t'assurer que tu as une base de données fiable. Exactement, par le biais du contrôle qualité. Et toutes ces données, une fois qu'elles sont à dispo dans la base de données, on a une data manager qui va reprendre l'ensemble des données pour s'assurer qu'elles sont bonnes pour les données, pour les travaux scientifiques. D'accord. Mais écoute, je vais suivre les données et je vais aller rencontrer la data manager. Merci beaucoup, Amélie. Bonjour Isabelle. Bonjour Brice. Donc, toi on t'apporte une base de données qui a été monitorée, qui est fiable. Qu'est-ce que tu en fais? Alors, ce que j'en fais, c'est que je passe des dernières requêtes qui permettent de la rendre vraiment fiable à 100%. Et puis, de là, on va faire plusieurs choses. On va pouvoir rendre les données visuelles en éditant des rapports et des graphiques. Et on va pouvoir donner des bases de données aux chercheurs en fin de publication et de faire évoluer les pratiques. D'accord. Alors, on dit que c'est un registre vivant. Pourquoi on dit ça?
C'est un registre vivant parce qu'aujourd'hui, il va essayer d'évoluer avec l'activité. Donc, on va pouvoir travailler avec les éditeurs de logiciels et puis leur demander d'intégrer des nouveaux matériels, d'intégrer des nouveaux traitements, des nouveaux items pour pouvoir analyser. Donc, c'est un petit peu à cause de toi si nous, en tant que paramètres, on a de plus en plus de choses à cliquer. C'est à cause des chercheurs. Merci beaucoup Isabelle, c'est très clair. Donc maintenant je vais rejoindre l'équipe projet qui doit être en pleine réunion. Désolé de vous interrompre. Bon, Christophe, je vois que c'est la réunion hebdomadaire dans une bonne ambiance. Toujours. En 2 mots, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, toutes les semaines, on se réunit avec les arcs des différentes régions pour pouvoir balayer un petit peu toutes les problématiques qu'on rencontre au quotidien dans le cadre de la gestion du registre. Voilà, on a avec nous les arcs des différentes régions. C'est un peu comme les Miss France, tu vois. On a une représentante dans chaque votre région. Karine, bah ouais, Karine qui est avec nous pour la région centre. Ouais, je vous ai dit vraiment bonne ambiance. Je vais les laisser tranquilles finir leur réunion et je vais quand même y assister. Merci beaucoup. Merci Brice. Merci. On arrive au bout du parcours des données et on va maintenant conclure avec le docteur Grégoire Ranger. Grégoire, j'arrive au bout du parcours. Ça va, ça s'est bien passé? Ouais. Première chose, tu as une magnifique équipe, très motivée. C'est vrai, j'ai de la chance. Voilà. Et puis par contre, quel boulot? Ah oui, il y a du taf. D'accord. Alors, par contre, j'aimerais bien quand même comprendre concrètement à quoi ça sert. C'est une bonne question. Qu'est-ce que vous faites de tout ça? On n'avait jusqu'à présent aucun moyen d'évaluer la façon dont on les traitait, les pratiques, et si on pouvait comparer nos données et puis pour améliorer nos pratiques. Eh bien, le registre, ça sert à ça. Ça sert à parler le même langage pour pouvoir évaluer nos pratiques avec des datas de bonne qualité et pouvoir se comparer comme on le fait du reste, on publie chaque année dans un rapport d'activité annuelle que je vous incite à lire sur le site France PCI et où chaque centre peut se comparer par rapport à l'ensemble des autres centres et puis voir un petit peu comment il se positionne et quels sont les indicateurs sur lesquels il doit s'améliorer ou sur lesquels il est déjà performant. J'ai vu que c'était un outil évolutif. Quels sont les projets d'avenir pour France PCI? Alors il y en a plein, à vrai dire. Je dirais que les principaux, c'est de continuer à développer la recherche clinique et les études issues du registre. Deuxième aspect, c'est de déployer aussi au niveau européen. Donc on fait partie maintenant, grâce à la Société française de cardiologie et au GACI, d'un projet de partage de données des registres au niveau européen. On est du reste le plus gros registre européen participant. Et là, on va pouvoir se comparer par rapport à d'autres pays et là, on va avoir des surprises. Ok. Grégoire, félicitations pour ce magnifique registre. Et encore une fois, merci de m'avoir accueilli et d'avoir un peu compris à quoi notre petit travail quotidien de paramède servait. Eh bien, ravi que tu sois venu et puis merci à toi. Merci Grégoire. Voilà, je suis de retour à Grenoble. J'ai rencontré une belle équipe avec des compétences très variées et dont certains sont des paramédicaux. Ils réalisent un sacré travail et qui a du sens car il permet d'évaluer et de questionner nos pratiques au sein de notre établissement mais aussi entre établissements, tout ça pour une meilleure prise en charge des patients. Merci à l'équipe France PCI et à bientôt pour un nouveau J'irai paramédiquer chez vous. Merci Christophe, merci Brice pour cette belle vidéo. On va demander maintenant à notre Stéphane James français, Grégoire Ranger de Chartres, nous faire l'état des lieux. Merci René, merci Philippe. Pour les plus jeunes, ils n'auront peut-être pas la référence, mais bon, y a-t-il un registre dans la nation? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Ça sera un petit peu le fil conducteur de cette présentation et dont l'objectif sera de vous présenter un petit peu où est-ce qu'on en est assez rapidement parce qu'on a un petit peu plus beaucoup de temps. France PCI, c'est quoi? C'est la puissance d'un avion de chasse avec la capacité d'un gros porteur. Donc c'est un peu ça, France PCI. C'est qu'est-ce que les destinations, les vols en cours, c'est quoi? Où est-ce qu'on en est? Eh bien, comme vous l'a dit Étienne, on est à
maintenant 85 destinations desservies par Air France PCI, avec, vous le voyez, de tout, de toutes les régions et de tout privé ou public. C'est un équipage incroyable, avec, vous l'avez vu dans la vidéo de présentation, des équipes motivées qui, pour certaines, financent eux-mêmes leur participation. Et c'est eux qui font vraiment toute la qualité et le résultat de ce registre. C'est une tour de contrôle qui des fois a un petit peu de stress, mais le pilote est bien là, je vous le rassure. Et il y a un comité de pilotage historique avec les anciens présidents du GACI, Hakim, Pascal, René, et puis tous ceux qui nous ont suivis derrière, évidemment Philippe, Guillaume, Eric Van Belle, et puis Stéphane Chassin qui était dans le CRAC. Et puis cette équipe France PCI que vous avez vue, qui est magnifique et qui est super motivée. Et puis tous ces arcs régionaux qu'on a régulièrement et qui permettent de monitorer les datas dans leur région. Les copilotes, on a évoqué Jean-Philippe qui nous a accompagnés dès le début de ce projet de façon admirable, et Étienne qui a eu la lourde tâche avec Michel Zetouni de reprendre le flambeau, et ils l'ont fait brillamment, et ils vont continuer à apporter cette recherche clinique avec deux experts de marque, avec Nicolas Danchin et professeur Gilles Montalesco, qui sont là pour nous épauler. La qualité à bord, elle est plutôt bonne, puisqu'on est à 250 000 angioplasties, 115 000 syndromes coronariens aigus dans la base, et ça ne fait que grossir. Un rapport annuel que vous pouvez télécharger sur France PCI, 20 publications internationales actuellement, et puis des qualités de données qui sont exceptionnelles pour ce type de registre, et grâce à la méthodologie et les arcs et les techs qui font ce travail admirable. Le feedback sur les passagers, vous l'avez vu, vous pouvez vous comparer. Par exemple, sur l'ambulatoire, vous voyez qu'il y a des grandes variations françaises, entre 0% et 70%, et là où les Anglais sont en moyenne à 70% d'ambulatoire. Donc je pense qu'il y a du travail à faire. On peut voir aussi l'évolution de notre mortalité sur des critères durs, qui sont la mortalité à 30 jours, qui sont des critères OCDE, et qui nous permettent de nous comparer à d'autres. On a du coup fait comme les Suédois, on fait du copier-coller, on a des scores de qualité. Si vous êtes en vert sur l'indicateur, vous êtes mieux que la moyenne. Si vous êtes en rouge, moins bon, et vous avez une note sur 10. Vous voyez, Chart, c'est centre 1, il a 8 sur 10. Ce qui est intéressant, ce n'est pas le vert, c'est le rouge. Où est-ce qu'on peut s'améliorer sur les délais de prise en charge, l'infarctus, et sur la durée de la bithérapie qui se prolonge de façon inexpliquée à plus de 12 mois dans certains cas. Donc c'est tout de suite en visuel, vous voyez là où vous pouvez faire des actions pour améliorer. Là aussi, ça permet de se comparer par rapport à d'autres compagnies aériennes européennes. Et vous voyez qu'on en parlait ce matin, en termes d'imagerie endocoronaire, classe 1A maintenant, de recommandations. Donc c'est notamment dans le tronc commun, on est à 5%, là où tous les autres sont à plus de 50%. Donc je pense que quand on se compare par rapport aux autres, on est toujours étonné, on a l'impression de faire mieux que les autres. Quelles sont les ouvertures de lignes prévues en 2025 ? Une importante, c'est l'appariement au SNDS, qui est cette grande base de données médico-administrative qui reprend le PMSI, la CPAM, le CEPIDC, qui va nous permettre d'élargir nos champs de données et de suivre nos patients au long terme. C'est aussi la création d'un entrepôt de données de santé. C'est une obligation maintenant légale, réglementaire. Et donc maintenant on a choisi un prestataire récemment, qui s'appelle Claranet. Et dans 1 an, on aura un outil assez incroyable, performant, pour pouvoir héberger cette base et faire tout ce qu'on souhaite faire à l'avenir, et notamment faire travailler de l'IA dessus et des choses. On remercie aussi nos partenaires industriels, outre ceux qui nous accompagnent pour ce congrès, mais aussi ceux qui ont décidé d'investir d'aller piocher dans cette base pour pouvoir faire des analyses, comme Étienne vous en a parlé, et d'autres industriels sont en cours de discussion. On en a besoin, c'est important, parce que notamment l'entrepôt de données, ça coûte beaucoup d'argent, et les autorités de santé nous en donnent très peu par rapport à ce dont on a besoin. C'est comparer aussi, c'est s'intégrer dans un projet européen. Stéphane James et Étienne vous en a parlé. Et vous voyez, on va faire partie du premier rapport là, qui va être édité prochainement, qui compare les pays qui participent actuellement sur des critères dans le STEMI. Les prochaines destinations, c'est s'ouvrir aux 200 centres français.
Vous voyez à gauche les ARS qui ont déjà pris l'avion, et puis celles qui restent à convaincre. Donc si vous faites partie de ces régions-là, eh bien, essayez de motiver vos ARS. Ça vient souvent des médecins qui motivent leurs ARS en disant pourquoi pas nous et pourquoi pas les autres. Et il est à peu près clair qu'on va finir par y arriver. Ça va peut-être mettre du temps dans certaines régions, mais on va y arriver. C'est des randomisés au sein du registre. Stéphane James vous en a parlé. On en a une européenne et puis une française avec Farzine Beghi sur des bithérapies très courtes qui vont commencer probablement l'année prochaine. C'est aussi l'intégration de PROM, ces évaluations par le patient de la qualité des soins, qui est de plus en plus tendance, notamment au niveau des ministères, et dont on va intégrer ces données-là prochainement. Et puis, c'est faire marcher des outils de machine learning. Ça économise de l'argent. Ce conseil indépendant a évalué que quand vous investissez 70 millions d'euros dans un registre, vous en gagnez 700 millions d'euros. Parce que vous allez faire de la pertinence des actes, vous allez améliorer vos qualités de prise en charge, diminuer les complications. Et ça, tout ça est parfaitement démontré dans la littérature qui est maintenant très riche là-dessus. En conclusion, si on veut continuer à voyager, à flying to the moon, et dans la good mood, il faut Air France PCI nous permet d'améliorer nos compétences, de donner une meilleure qualité, de promulguer une meilleure qualité de prise en charge et de qualité de vie à nos patients, et d'assurer aussi le futur de la recherche clinique, parce que vous avez vu les coûts de la randomisée. Un industriel me disait récemment que ça ne sera plus possible de faire des études à 500 millions d'euros. Eh bien, les registres, les randomisés au sein du registre vont pouvoir baisser les coûts de façon drastique avec la même qualité, et puis évidemment d'améliorer l'efficience de nos services, de nos systèmes de santé qui coûtent de plus en plus cher, et on l'a vu, le registre permet d'économies. Donc si vous voulez être sur la photo, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il est déjà 18h, on ne va pas avoir beaucoup de questions, mais il y a quand même quelque chose qui nous turlupine un peu tous. C'est les finances. Les finances, parce que l'état de notre pauvre public étant ce qu'elle est, et comme les ARS sont malgré tout autonomes, et qu'il va y avoir peut-être des problèmes entre les régions et l'État, qu'est-ce qui va empêcher un ARS un jour de dire non, moi je n'ai plus d'argent, je ne finance plus. Donc ce qui risque quand même d'être relativement compliqué. Est-ce qu'il ne faut pas donc essayer déjà de se tourner vers d'autres acteurs, d'autres financeurs pour éviter de se confronter à des situations qui vont parfois être peut-être difficiles? Alors tu as raison, c'est le nerf de la guerre. Surtout que tout ça coûte de plus en plus cher. On nous impose des structures qui coûtent très cher, mais un peu c'est comme n'importe quelle entreprise, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire qu'il faut trouver des sources de financement qui soient variées. Alors nous, on a commencé avec des financements industriels, et je les remercie, ceux qui ont aidé le CRAC à naître. Ensuite, on s'est porté en allant voir les autorités de santé en leur disant: regardez les datas qu'on a, vous n'avez aucun moyen d'avoir ces qualités de data, voilà ce que vous allez pouvoir faire avec, et donc ils nous ont suivis. Je pense que c'est quand même la source de financement la plus sûre et la plus pérenne, à partir du moment où on arrive à leur démontrer l'intérêt qu'ils peuvent avoir et ce qu'on peut faire avec. Et puis pour continuer à développer le projet, eh bien, c'est une base de données qui devient maintenant une mine d'or, comme le disait Stéphane James, et donc cette mine d'or, elle est ouverte, entre guillemets, les données brutes ne seront pas transmises, mais on peut donner des analyses de données. Et c'est ce qu'on propose aux industriels qui veulent faire des partenariats, des analyses de données au sein de cette base de données. Par exemple, un stent qui arrive sur le marché, il va vouloir faire un registre, une étude. Eh bien, nous, on a déjà toutes les datas, il peut venir nous voir et on peut monter ensemble ce projet-là, et c'est du gagnant-gagnant. Donc, je suis, à vrai dire, mais je suis un optimiste de nature, tu vas me dire, mais je suis, à vrai dire, pas très inquiet, parce que je suis convaincu de la pertinence et de la nécessité de continuer ces registres. Jeff, tu as quelque chose à nous dire là-dessus? Moi, je voudrais poser une question précise à Geneviève, justement à ce propos-là. Nous, on a commencé en 2018, on n'a aucun souci, on a eu les sous. Et tous les ans, on a nos 180 000 balles qu'on donne aux centres, et puis les centres ont grossi. Il y a eu l'ouverture d'un centre, et là, il nous manque un peu de sous. Donc là, je suis en pleine discussion avec mes ARS, et notamment toute la matinée, là, dans le train, je pianotais. Et elle me disait, vous nous donnez des données superbes, on a tout. Maintenant, ils me demandent de faire des rapports. Qu'est-ce que ça change de notre pratique en Normandie? Qu'est-ce qu'on a fait?
Est-ce qu'on a changé nos pratiques dans l'infarctus? Est-ce qu'on a changé nos pratiques dans les stents? Est-ce qu'on a changé nos pratiques dans les indications? Donc, en gros, ça veut dire qu'on fait tout le boulot pour les ARS, parce que c'est nous qui le faisons, ce boulot. Et l'ARS attend. Alors, elle nous donne un peu de sous, mais on est obligé de travailler pour les ARS et on est en train de leur faire tout le boulot. Et ça, je suis un peu choqué par ça. Et j'avoue que je vais le faire, ce rapport, parce que ça ne me pose aucun problème, parce que Begui, Durand, tous mes centres, Landolf, on a fait des papiers, on est en train de faire des papiers sur les prises en charge d'infarctus. Là, j'ai travaillé avec Jeanne sur l'infarctus. On sait tout, on a plein de chiffres, des choses à améliorer, fantastiques. Mais là, l'ARS, elle demande ça, comme ça. On y passe du temps, on y passe nos dimanches, des soirées, c'est du boulot pour tout le monde, et elle ne nous donne pas plus de sous. Alors, moi, je trouve qu'il y a une espèce de discordance entre l'administration et nous. C'est-à-dire qu'on parle à des gens, moi je parle à mon DGOS qui n'est pas médecin, qui a du mal à comprendre. Je pense que les données, il ne les comprend pas. Et il n'y a qu'un seul médecin à l'ARS. Alors, heureusement qu'on a une conseillère médicale qui est fantastique et qui me soutient. Mais c'est très difficile. Et je voudrais votre sentiment sur cette espèce de schizophrénie entre l'ARS et nous. Ils sont prêts à financer, mais ils en veulent toujours plus. Et puis on est obligé de faire le boulot. On le dit bien bénévolement parce qu'on le fait, mais c'est comme du boulot. Et puis à un moment donné, il y en a marre de toujours demander, questionner. Avoir 30 000 balles pour une ARS, c'est rien. Vous êtes d'accord avec moi? Et ben, il faut que je refasse encore des choses pendant 2 mois. Là. Alors, moi déjà... un registre en région PACA, c'est 800 000 €. Donc, bon, c'est quand même pas 40 000 €. Mais je suis très jaloux. Je suis très jaloux parce que Como, il a eu 2 fois plus de fric que moi. C'est parce que c'est proportionnel aux centres, angioplasties. Donc, nous, on a 21 centres en Normandie, il y en a sûrement un peu moins. Mais la seule chose, c'est que nous, ce qui est normal que nous demandions, c'est des rapports d'activité. Et les rapports d'activité, c'est-à-dire savoir où l'argent public va. C'est-à-dire, quand moi j'interroge Emmanuel et Julien, il faut qu'ils me disent quel centre a ouvert, il a ouvert quand, voilà. Après, sur l'analyse des données, normalement, elles sont à la disposition des ARS, puisque c'est ce qui est, quand on a signé la convention, on l'a bien précisé. Donc, la France PCI envoie les données et normalement, l'analyse, elle est faite par l'ARS. Mais ce que vous avez dit très justement, c'est que globalement, les ARS, à l'heure actuelle, elles sont un peu comme la population médicale partout. Il n'y a plus de médecins dans les ARS, il y en a beaucoup moins. Donc après, c'est peut-être moins simple pour un administratif de faire une analyse des données que pour un médecin. Et ça, malheureusement, alors ça dépend des ARS, mais on n'y peut pas on ne peut pas grand-chose. Après, moi, je suis aussi... Enfin, je veux dire, les moyens qui sont donnés au registre sont dans le cadre du fonds d'intervention régional. Et quand même, il ne faut pas se cacher, si jamais il y avait des réductions de moyens au niveau de l'État, on aurait moins de moyens. Et, bon, bien sûr. Voilà. Après, c'est un travail de tous les jours à convaincre du bien fondé de ce registre. C'est pour ça que je pense que pour vous donner des moyens supplémentaires, ils vous demandent de le prouver. Mais de toute façon, enfin, il me semble qu'il n'y a peut-être pas assez d'antériorité pour arriver à montrer, parce que pour arriver à montrer qu'on change des pratiques, il faut quand même beaucoup de temps et il faut que, enfin, voilà, il faut regarder les chiffres aussi. Enfin, je sais pas la Normandie, hein, nous on pourrait pas arriver à le montrer en tous les cas. Merci beaucoup pour votre commentaire. Est-ce qu'il y a des questions? Une dernière question dans la salle éventuellement? Et s'il n'y a aucune question, eh bien, on va remercier tous les intervenants. C'était une belle session et j'espère que France PCI l'année prochaine, ce ne sera pas 87 centres, mais 130 ou 140 centres. On attend Paris avec impatience et les autres régions. Et merci et à l'an prochain.